Bracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Vayakel et nous allons commencer un système extraordinaire de préparation à la fête de Nissan. Et on va passer 4 parachiotes qui a l'air bizarrement pas cachour l'un à l'autre, pas rapprochés l'un à l'autre, mais vous allez voir comment le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, le Sanegoran Shel Israël, le défenseur d'Israël, eh bien, il a donné des éléments qui sont d'une profondeur extraordinaire, que ça soit en neurologie, que ça soit en psychologie, que ça soit en business. Alors, il dit comme ça, il dit c'est quoi ces 4 parachiotes les unes après les autres? Première paracha, la paracha qu'on va lire cette semaine, parachat Shekalim, juste après qu'on a lu la parachat Vayakel. Je racole un petit peu avec la parachat de Vayakel, qui a priori sont des comptes. Donc, combien il y a de Hadanim, combien il y a d'or, combien est-ce qu'il y a d'argent, exactement, quelles sont les mesures. Il est en train de recompter encore. Pécoudé aussi la même chose, c'est la semaine prochaine, mais c'est tout, c'est un compte, un calcul de toute l'or et de l'argent qu'il y a. À quoi ça sert de faire ces calculs-là? Autre chose, il dit qu'est-ce que c'est ce moussag-là de shekalim, c'est-à-dire de donner un moitié de shekel pour se compter. Parachat après, c'est ce qu'on appelle la parachat Zachor, c'est-à-dire de se rappeler, de détruire Amalek, ceux qui ont été au début, aux prémices du Ham Israël, d'essayer de contredire la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Après la parachat Para, c'est la purification avec la vache rousse de quelqu'un qui est mort. Et puis après à Chodesh, c'est-à-dire sache que bientôt Pessah va arriver, la lune ressemble au Ham Israël et il y a un renouveau dans le Ham Israël. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit regardez ce qu'il y a marqué dans le Sefer Yetzira. C'est quoi le Sefer Yetzira? C'est le Sefer que Adam Arishon a reçu du Raziel Amalach. Lorsqu'il a fait Teshuvah, il était un peu perdu. Il y a un malach qui est venu descendre le voir. Il lui a dit écoute, tiens, voilà, je te donne les secrets du monde. Il lui a donné un petit Sefer, on l'appelle le Sefer Raziel Amalach. Et il a été réécrit, et regardé et rajouté par Abraham Avinu. Et puis après, fur et à mesure de l'histoire, eh bien, on a gardé ce Sefer. Il y en a qui l'ont un petit, qui est une Ségoula, qui est à l'intérieur toutes les nomenclatures de toutes les comment on appelle ça, de constellations qu'il y a dans le monde, et comment est-ce que le flux divin il arrive à venir chez moi exactement. Il y a dedans les noms des malachim, des noms des anges, quelle est la force des anges, quel est le tampon des anges avec lequel on peut faire des choses, des ségoulottes, des choses extraordinaires dans ce livre. Et dans ce livre il y a ce qu'on appelle le Sefer Yetzira, c'est une partie de ce livre. Dans le Sefer Yetzira il dit comment est-ce que Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Il a créé le monde avec des lettres, Kaf Bet Otiot, 22 lettres. Et dans ces 22 lettres, c'est marqué Shekalan, il les a calculées. Emiran, il les a échangées. Tserafan, il les a purifiées. Et il les a mélangées l'un avec l'autre. Et il en a fait Refesh Vatit, de la boue et de l'argile. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il les a pesées. Emiran échangé. Tserafan purifié. Ma'aziva, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Avec ses lettres. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, vous avez la première combinaison des premières lettres de la Torah, c'est Aleph, Bet, Gimel. Avec 3 combinaisons de Aleph, Bet, Gimel, je peux faire 9 combinaisons. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, Gimel, verroulé, c'est pas besoin de rentrer dans les détails. Après, du cas 4, il y a encore plus de combinaisons. Après 5, il y a encore plus de combinaisons. Au fur et à mesure que vous connaissez, vous allez avoir des milliers de combinaisons. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en vérité dans les lettres de la Torah. Il avait 12 avanim, 12 pierres qui étaient finies. Ces 12 pierres qui étaient finies, eh bien, il les a composées. Et grâce à ces pierres qui étaient finies, eh bien, il a fait le monde entier grâce à ces lettres-là. Une petite histoire déjà pour essayer de calmer un petit peu le Inyan. Il était une fois en Amérique un monsieur qui, je l'ai préparé depuis longtemps cette histoire, mais vous allez voir comment c'est mis la chamaille. Et eh bien, il y a un monsieur qui était le rave donc d'une classe. Et dans une rave de classe, il y avait 2 enfants qui étaient des frères, il me semble jumeaux.
Et que ces frères-là, ils étaient vraiment spécialement des tzadikim. C'est eux, ils ouvraient le livre, et ils étaient sérieux, et enfin, vraiment, ils étaient spécialement, ils avaient des bonnes midotes, se comportaient bien. Un show extraordinaire. Bon. Et maintenant, le professeur, à chaque fois qu'il avait un contrôle et qu'il regardait, il disait, mais comment ils arrivent, tous les autres, ils ont, on va dire, je sais pas, 70, 80 sur 100, et eux, bah, ils ont 100 sur 100, ils sont tout parfaits, des enfants parfaits pour leur âge. Donc, il s'est toujours posé la question, et comment on appelle ça, la rencontre avec les parents, le conseil des parents d'élèves arrive, et donc la maman arrive. Bah, au Hachem, la maman arrive, elle a l'air d'être religieuse et tout ça. Elle lui dit, écoutez, vous avez des enfants magnifiques, mais je voudrais avoir la recette parce qu'il y a plein d'enfants dans la classe. Et de ces enfants dans la classe, là, a priori, ils sont pas au top comme vos enfants. Alors que je sais que vous êtes une femme qui est convertie, et bon, je sais pas sans vous offenser, mais normalement, en général, les convertis ont plus de mal parce qu'ils ont moins de... Mais là, vos enfants, ils ont l'air au top. On dirait que... Expliquez-moi. Je vais vous dire la vérité, mon cher Rav. Et mes enfants, ils sont même pas juifs, ils sont goy. Comment? Choqué. Vos deux enfants, là, qui ont 20 sur 20 dans les... Et ils prient et ils sont goy? Comment c'est possible? Il dit, oui. Comme vous le savez, ils ont 12 ans. L'année prochaine, c'est leur bar mitzvah. D'accord? Et on les a trempés. Mais comme vous le savez, lorsque ils ont 13 ans, on demande aux petits convertis, est-ce que tu veux vraiment rester juif? S'il dit à 13 ans, non, ça ne m'intéresse pas, bah, il y en a des enfants comme ça. On leur a posé la question à 13 ans, est-ce que tu veux devenir juif ou pas? Il a dit, non, ça ne m'intéresse pas, pourquoi je vais me prendre la tête et ne pas rester juif? Par contre, il y en a d'autres qui ont dit oui. Maintenant, moi, en tant que maman convertie juive, et vu la grandeur de la Torah, j'ai très peur de ce jour-là. Que si on leur pose la question juste avant le mikvé, le remikvé, est-ce que vous voulez devenir juif? Et qu'ils disent non. Alors j'ai très peur que je vais perdre mes enfants parce qu'ils ne seront pas juifs alors que c'est mon motto de la vie. Alors, je dis, alors qu'est-ce que vous faites? Je dis, écoutez, je fais tout ce qu'il faut faire pour qu'ils soient contents. Qu'ils soient contents. À la table de Shabbat, j'achète des bonbons. À la prière, j'essaie de trouver des gens qui s'occupent d'eux. Comment on appelle ça, quand ils vont au Talmud, je leur achète la meilleure Gemara. Pourquoi? Et à chaque fois que je m'énerve, parce que des fois j'ai envie de m'énerver, ils font pas tout le temps, ils sont pas des images, il ne faut pas abuser non plus. Et je me pose là, que je me remémore dans ma tête, qu'est-ce qui va arriver le jour de leurs 13 ans et un jour où on va leur poser la question, est-ce que vraiment tu veux devenir juif ou pas? J'ai très peur. Et donc c'est pour ça que j'essaye comment on appelle ça, d'arranger les coins et de faire en sorte que ils soient très heureux. Et je suis très content de voir que chez vous aussi ils sont très heureux. Et donc c'est ma joie et merci à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, cet enseignant, il a dit on devrait faire ça aussi avec nos enfants. De se poser la question, peut-être qu'un jour, Laura Leno, est-ce ils sont heureux à chaque instant, ou des fois dire, ah papa tu me saoules, t'es trop religieux, ou t'as un truc, ou des choses comme ça. Il faudrait se poser la question, est-ce qu'ils sont heureux avec nous? Ou comment faire pour essayer de trouver un système pour qu'ils soient contents, ou de les amadouer, parce que des fois, on peut les amadouer, mais ça prend juste encore plus 5 minutes en plus. Ça en prend un quart d'heure en plus. Ça prend peut-être même 1 heure en plus. Mais tu vas arriver à les amadouer. Ça dépend comment tu le fais. Ou des fois tu dis, voilà, va dans ta chambre, laisse-moi tranquille, c'est comme ça que ça se passe, je suis ton père, c'est moi qui décide. Donc, c'est ça c'est mon motto. Alors, je vous raconte cette histoire, vous allez comprendre le Kesher un petit peu après. Il dit que la paracha de Shekalim, elle fait référence toutes ces parachiotes, elles font référence à ce qui est marqué dans le Sefer Yetzira. C'est un Gaon, le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, d'essayer de comprendre cette chose-là, Béhémet. Il dit comme ça, j'ai regardé, vous savez, j'ai tapé un petit peu, comment est-ce qu'un homme y réfléchit? Comment est-ce que fait un homme pour avoir une décision? Stam, j'ai ouvert un livre comme ça, simple. Il dit que l'homme, il a 4 principes pour prendre une décision. Comment ça marche dans sa tête? La première chose, il dit, c'est il a une première perception des choses par des stimuli de dehors. J'ai envie, par exemple, de monter une pizza. J'ai envie de...
C'est des envies qui lui disent j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, tiens, je vais mettre mon manteau. Donc il y a un stimulé extérieur qui est là et il va faire évaluer la personne est-ce qu'il fait assez froid pour mettre un manteau ou pas. Pour exemple, pour cet exemple-là. La deuxième chose, c'est qu'il va faire une évaluation de toutes les options qu'il a. Et ça peut se faire, ils disent les neurologues, que ça peut se faire dans le cortex frontal. Il y a plusieurs parties, il y a 4 parties dans le cerveau. Il y a le cortex frontal. Et ça se fait aussi après la fin de la décision par l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie qui est là en bas du cerveau. C'est pas les amygdales qu'on a là, c'est la glande amygdale qui est là et qui fait dire oui, ça y est, maintenant, avec les sensations que je vais avoir, c'est ça que je vais prendre. Est-ce que c'est chaud ou c'est froid? C'est la deuxième façon de comment est-ce qu'un homme il calcule dans sa tête. Et donc une évaluation. La troisième chose, c'est l'intégration et de la représentation des choses. Ça veut dire, j'intègre, j'ai bien compris, maintenant je vais prendre ma truc, mais il faut intégrer de façon que ça soit plus acte. Et la quatrième, c'est l'exécution. Donc on est arrivé à l'exécution, c'est comme ça que les scientifiques ils définissent comment est-ce qu'un homme il prend, qu'est-ce qui marche dans sa tête pour que, je vous l'ai fait en plus vite, hein, il y a des pages et des pages et des pages entières, mais c'est juste pour essayer de concentrer toutes ces choses-là. Et il dit la même chose dans le business. C'est exactement dans le business. Par exemple, il dit dans le business, d'ailleurs, tu fais une analyse de marché. Est-ce que je vais faire un shawarma ou je vais faire un pizza? Ou non, je vais devenir, comment on appelle ça, audio-prothésiste. D'accord? Deuxième chose, planification. Est-ce que je dois faire des études ou est-ce que je dois prendre des investisseurs pour pouvoir développer mon projet? Troisième chose, le choix des options. Où est-ce que je vais monter ma pizza, mon shawarma, où est-ce que je vais comment on appelle ça, me présenter pour mon première ou ma faculté, ou comment est-ce que je vais me présenter au poste d'emploi. Et la dernière chose, c'est la mise en œuvre. Qu'est-ce que je fais demain exactement? Donc, c'est comme ça que les choses ils se font. Diego Dardé, je vous ai montré ces 4 choses-là, et dans le problème, dans le niveau neurologique, et dans le psychologique, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, et dans le niveau du business. Je vous ai montré 2 exemples. C'est exactement les 4 parachiotes qu'on va voir. Première paracha, comment elle s'appelle? Donner des shkalim. Toi, tu dis, bon, allez, je donne un demi-shekel. Non. Shekalan. C'est quoi shekalan? Milachon lishkol. Ça veut dire de la première perception et l'évaluation de l'information première. Shkalim. Zachor, c'est quoi? Zachor, il explique. C'est d'apprendre à comparer. Il est où le bien et le mal? C'est qui Amalek? C'est qui les anti et ceux qui veulent toujours contre? C'est Amalek, c'est les gens qui sont Amalek. Le Erev Rav, c'est aussi Amalek. Ça, c'est la comparaison. C'est le Zachor. Le bien et le mal, de savoir bien faire la séparation entre les deux. La troisième chose, c'est quoi? C'est la parachat para. C'est quoi la parachat para? C'est la purification d'une donnée, ça veut dire l'ajustement. Ce qu'on a appelé chez nous, c'est l'intégration de la représentation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une vache qui est rousse. Cette vache, on la prend, c'est-à-dire que tu es en train de. Le processus de planification, tu es en train de le faire avec la parachat para. D'accord? Il dit chose d'intéressant. Il dit para, c'est milachon par. Et par, c'est le développement. Poréach, comme on dit une fleur, c'est poréach, c'est le développement. Et donc la planification et la purification. Et le dernier, Achodesh. C'est quoi Achodesh? C'est le bébé qui sort, le nouveau. Achodesh, ça veut dire quoi? Maintenant le nouveau mois. Une fois que tu as fait ta planification, ton évaluation, tu as fait ta comparaison, ton calcul, ta comparaison, ton ajustement. Et puis après, qu'est-ce qui te reste? La création Achodesh Azelachem. Le peuple d'Israël va naître. C'est qui? C'est le Achodesh Azelachem. Et c'est bidiouk la même chose dans l'histoire que je vous ai racontée avec ces enfants. Des fois, justement, les enfants, on doit leur apprendre que... On dit, ah, t'as fait un interdit ça. Mais peut-être que tu sais quand tu lui enlèves le dessin. Comme il y avait une fois un rab, son fils il était en train de jouer, hein, tout ça. En plein milieu, allez, tu t'arrêtes de faire le jeu, ça y est, tu t'arrêtes. Il a dit, tu es en train de le déconcentrer de sa Gemara. Mais il n'est pas en train d'étudier la Gemara, il est en train de faire des Lego. Il dit, oui. Mais quand est-ce qu'il apprend l'assiduité? Quand est-ce qu'il apprend l'assiduité? Quand il va jouer au Lego pendant 2 heures, là il est en train d'apprendre l'assiduité. Quand Bezrat Hashem il ira en train d'étudier la Gemara ou d'étudier les mathématiques, il va apprendre l'assiduité. Pour l'instant il apprend l'assiduité dans les Lego, de rester pendant 3 heures assidu. D'accord? Il y a des enfants comme ça. Ils sont très calmes, ils jouent des heures. Ma mère me racontait, moi, je pouvais te laisser 4 heures
juste à jouer dans les Lego et construire en Irlande, je me rappelle encore. Qu'est-ce que les navettes spatiales, les machins. Quand un Shabbat, après-midi, c'est pour ça que les enfants, ils développent leur imagination. Aujourd'hui, quand vous mettez un enfant devant la télé, il ne développe pas son imagination. L'imagination, elle est faite de qui? Elle est faite de celui qui a inventé le dessin animé. Par contre, quand il joue au Lego, il développe son imagination. Il y a une navette spatiale, il a des éléments, bien sûr, qu'il a au début. Puis après, il développe, il a une maison, il a un chien, un machin, un truc. Vous comprenez? Donc il y a un développement. Ce développement, il se fait à l'intérieur de sa tête, il se fait en petit, en micro, il va se faire en macro, et il va se développer de façon extraordinaire dans le monde. Et donc c'est ça en vérité, c'est ça pourquoi on a ces 4 parachiotes. C'est comme la création du monde. La création du monde, vous vous rappelez dans le Sefer Yetzira, le livre de la création, c'est quoi ce livre de la création? Shekalan, il les a pesés, parachat Shekalim. Hemiran, il les a transformés, parachat de Zachor. Seraphan, c'est purifié, c'est comme la para Adouma qui est brûlée. Donc c'est les purifier. Donc c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les lettres. Ve ma'aziv otam, ma'aziva, berefesh vetit, et maintenant justement, c'est avec la terre, c'est quelque chose qui est mou, il dit, et que tu peux former n'importe quoi après avec ce que tu veux. Si quelqu'un il a compris ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses extraordinaires, et surtout par le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, le Kudushat Levi, qui nous donne des choses neurologiques, business ad, business plan, en plein milieu de parachat para, et encore, je vous ai donné que 2 exemples, et business, mais c'est possible qu'il y a encore et encore et encore des choses, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et quand on a les bases de données, après c'est plus facile à gérer tous les carcans de la vie. Baruch Adonai, l'olam et l'olam.